Informé, l'offensive des FARDC contre l'ADF continue à Béni. Le centre d'instruction de ce mouvement rebelle venu de l'Ouganda et aux mains des FARDC qui règnent en libérateur. C'est dans ce centre que les rebelles ADF gardaient également les otages. Dans ce coin caché dans les arbres de cacao, les rebelles avaient tous les moyens de dissuasion et d'attaque, même par des avions. Sous les gros arbres de la forêt de l'Axmba au Kamango, il était difficile de traquer ces guerrieros sans une grande expérience et reconnaissance de terrain. Comme vous pouvez le constater, le terrain ressemble à un marché clandestin où l'on a retrouvé des restes de repas, manioc et fruits de brousse, des habits et chaussures. Signe que les rebelles ougandais s'étaient installés à cet endroit avec leurs otages au kilomètre 17 jusqu'au 25. Les rebelles ougandais de l'Allied Democratic Forces ADF étaient restés ici plus de 20 ans. Ils ont été délogés grâce à la bravoure des FARDC sous le commandement du général Baouma Abamba, commandant de la 8e région militaire. L'opération Sukola 1, qui porte déjà ses fruits, vise à éradiquer tous les groupes armés nationaux et étrangers opérant dans le Nord Kivu. Elle a été lancée depuis le 16 janvier 2014 à Béni par le chef d'état-major des FARDC. Les USA félicitent l'autorité congolaise pour le vote de la loi de l'amnistie intervenue à la Chambre basse. Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur itinérant en charge des questions du crime de guerre, Stephen Rapp, après avoir conféré avec le président de l'Assemblée nationale. Aussi, le diplomate américain a échangé avec l'ambassadeur de la Tunisie en RDC et le chargé d'affaires de l'ambassadeur du Royaume de la Belgique. Après le vote de la loi de l'amnistie intervenue ce lundi à l'Assemblée nationale, la réaction des États-Unis d'Amérique en rapport avec cette production législative est intervenue ce mardi au Palais du Peuple. Reçu en audience par Obeminaku Ndjalandjoko, l'ambassadeur itinérant en charge des questions des crimes de guerre, Stephen Rapp, a félicité les élus du peuple pour le vote de la loi de l'amnistie qui s'étend de 2006 à 2013. Les États-Unis voudraient travailler ensemble avec le Congolais pour développer la méthode, le moyen pour renforcer la justice ici. C'est très important de voir en cours avec la capacité, indépendance de faire fin l'impunité. C'est possible d'obtenir, de demander, de faire la pression sur tous pour obtenir coopération avec les pays voisins et aussi avec tous les pays du monde pour assurer la justice. Et l'ambassadeur de la Tunisie en RDC a conféré avec le président de l'Assemblée nationale, Obeminaku. Le diplomate tunisien a remis l'invitation au président de la Chambre basse pour rehausser de sa présence à la cérémonie de présentation de la constitution de ce pays qui devra être organisée le 7 février. Et bien avant, Obeminaku a échangé avec les chargés d'affaires de l'ambassade de la Belgique en RDC. Soutien technique et logistique à l'organisation de toutes les échéances électorales en République démocratique du Congo, la MONUSCO va bel et bien donner son appui. Le chef de cette mission onusienne, Martin Kobler, a réaffirmé cet engagement au président de la CENI, Apollinaire Malumalou. C'était lundi au cours d'un entretien au bureau de la CENI à Kinshasa-Gombe. Suivez Martin Kobler au micro de Fabien Lumbala. J'ai communiqué au président de la CENI que pour la MONUSCO, pour le PNUD, pour la famille internationale ici en RDC, c'est notre première priorité politique ici maintenant. Je crois que c'est très important d'aller dans un processus de préparation très vite. Les feuilles de route là, les lois électorales doivent être ici passé. Maintenant, c'est très important d'avoir un processus technique aussi, de préparer les élections. Parce que le processus politique, c'est une chose, mais le transfert des tâches de la MONUSCO au PNUD est très important pour garantir un soutien technique pour le processus électoral. Je suis très confiant que ça marche. C'est quelque chose qui appartient à la démocratie, les élections. Les élections, c'est la base de la démocratie et nous sommes très heureux de le soutenir avec la CENI. Nous avons une coopération excellente entre toute la famille des Nations Unies, le PNUD, la MONUSCO, avec le président de la CENI, mais aussi avec les autres partenaires.
Proposition de 2 hypothèses de la feuille de route du cycle électoral 2014-2016. La CENI veut plus écouter tous les acteurs concernés avec leurs propositions. Son président Apollinaire Malou Malou a annoncé l'ouverture d'une large consultation, une démarche qui vaut la peine dans un processus démocratique. Suivez-le. On va faire une large consultation. On a commencé avec l'Assemblée nationale parce qu'elle-même avait déjà fixé à l'ordre du jour de la session extraordinaire le point que nous avons débattu à l'Assemblée nationale. Mais nous nous sommes rapprochés aussi du bureau du Sénat. Et cette semaine, nous allons lancer la consultation avec la société civile, les confessions religieuses, les organisations des femmes, bref, les jeunes, les différentes parties prenantes. Nous sommes dans une phase où nous écoutons. Nous exposons, nous écoutons. J'espère aussi que ceux qui nous écoutent sont dans des dispositions d'abord d'écouter et de comprendre ce que nous exposons, à nous aussi de les écouter dans ce qu'ils vont exposer. C'est cette capacité d'écoute qui peut nous amener à trouver un bon système électoral pour notre pays. Visite de travail en République démocratique du Congo de Mark Simmons, ministre britannique en charge de l'Afrique, des territoires d'outre-mer, des Caraïbes ainsi que de l'énergie internationale. Sur place à Kinshasa, le ministre britannique a longuement échangé avec le Premier ministre congolais Matata Ponyo sur la disponibilité de son pays à participer au développement de manière intégrale de la République démocratique du Congo. La Grande-Bretagne se dit prête à consolider sa relation avec la RDC sur le plan social, économique, surtout dans la création, mais également sur le plan politique. On écoute Mark Simmons. Et naturellement, nous avons aussi discuté de la façon dont le Royaume-Uni peut appuyer le gouvernement de la RDC dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Nous avions aussi discuté de tout ce qu'il y avait comme problème à l'est de la RDC, l'importance de la mise en œuvre du cadre de la paix et aussi, disons, de la sécurité. Parce que la sécurité et aussi la paix sont effectivement la pierre angulaire pour le développement, la croissance à venir. Parlant du point de vue économique, les secteurs clés, ce sont les industries extractives, donc dans les secteurs miniers. Donc l'importance d'assurer vraiment une transparence dans les transactions. Nous avons parlé aussi de la même importance dans les domaines des hydrocarbures. Et aussi dans le domaine de l'agriculture, parce que pour le gouvernement de la RDC, il apparaît clairement que c'est devenu une priorité des priorités. À Lubumbashi, nous sommes là en province du Katanga. La 3e vague des rendus Bakata-Katanga s'est envolée ce lundi pour la base militaire de Kitona dans le Bas-Congo. Au total, 138 éléments ont accepté de servir sous le drapeau. Par cette action, le gouvernement entend pacifier la province du Katanga, à en croire le ministre de l'Intérieur qui dirige les opérations. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC. L'engouement devient de plus en plus fort. Les éléments Bakata Katanga continuent à se rendre en réponse à l'appel du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour déposer les armes et suivre la voie de la raison. Les avions multiplient des rotations. Ce lundi 3 février 2014, la 3e vague, constituée de 135 éléments Bakata Katanga, a quitté Lubumbashi, destination les centres d'instruction de Kitona dans la province du Bas-Congo. Une particularité pour ces groupes, leurs dépendants, les femmes et les enfants, ont été pris en charge par les gouvernements de la République. Des kits de réintégration sociale leur ont été distribués avant de monter à bord de camions pour un retour volontaire dans leur milieu d'origine et, les cas échéants, les territoires de Malemba-Nkulu. Les opérations se sont déroulées sous l'œil vigilant des services de sécurité, de l'armée et de la police, représentés ici par les commissaires divisionnaires chargés de l'appui et de la gestion au sein de la PNC, le général Gaston Luzembo, le tout sous l'encadrement du ministère de l'Intérieur. Comme pour dire, la voie de la raison
a primé sur celle de la perdition. On va parler à présent des activités du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Ce mardi, il a échangé avec une délégation du comité des représentants permanents de l'Union africaine conduite par Manuel Goncalves au centre des échanges. Les questions des réfugiés et des déplacés internes en RDC, mais bien avant cette rencontre, rappelez-vous que le chef de la diplomatie congolaise revient d'une visite de travail à Addis Abeba. Le condensé de toutes ces activités dans cet élément. L'ambassadeur du Mozambique près l'Union africaine, qui est également le président du sous-comité en charge des réfugiés et des personnes déplacées internes en séjour de travail en RDC, a tenu à préciser au gouvernement congolais que l'Union africaine va apporter son soutien pour l'aide humanitaire aux réfugiés ainsi qu'aux déplacés. Quelques jours avant cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères avait effectué une visite de travail à Addis Abeba en marge du 22e sommet de l'Union africaine. Sur place, le chef de la diplomatie congolaise a échangé avec plusieurs personnalités diplomatiques sur le plan bilatéral et multilatéral. D'abord avec Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix. Ils ont passé en revue les activités diplomatiques entre la RDC et l'ONU, tout en saluant les avancées sur les questions de maintien de la paix avec le déploiement de la brigade spéciale. Raymond Tshibanda a ensuite reçu au siège de l'Union africaine l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies chargé des questions des violences sexuelles pour harmoniser les vues sur les perspectives entre la RDC et l'ONU. Le ministre congolais des Affaires étrangères, qui est déterminé à consolider les relations diplomatiques, a échangé aussi avec l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, Russell Feingold. Ils se sont félicités des efforts du gouvernement congolais sur les réformes sécuritaires. Et avec son homologue du Luxembourg, Jean Hasselboff, ils ont fait le point sur les derniers développements de la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Et pour finir, le chef de la diplomatie congolaise s'est entretenu avec le ministre zambien des Affaires étrangères, Willer Simoussa. Les deux personnalités se sont félicitées des efforts de la RDC sur les différentes réformes entreprises. En santé, je vous l'annonçais en titre, chaque 4 février de l'année, le monde entier célèbre la journée mondiale dédiée à la lutte contre le cancer, dont le thème retenu est « Ensemble, c'est possible ». Selon l'Union internationale contre le cancer, près de 8 millions de personnes pourront mourir du cancer en 2014 et ce chiffre pourrait même atteindre 13 200 000 personnes d'ici 2030. Le cancer constitue actuellement encore l'une des premières causes de mortalité dans le monde, bien avant les guerres et autres catastrophes naturelles. Il fait beaucoup moins parler de lui, mais il tue, et pourtant il se soigne aussi. D'où l'intérêt de cette journée qui consiste à faire prendre conscience de l'utilité d'un dépistage précoce pour arriver à une guérison. Ça signifie mettre le point pour élaguer les idées qui entrave la lutte contre le cancer. C'est que le cancer ne peut pas se soigner. C'est que le cancer, c'est une maladie de blancs. C'est que le cancer, c'est une maladie de riches. En République démocratique du Congo, selon les dernières statistiques établies en 2008 par le ministère de la Santé, près de 44% de décès enregistrés dans les hôpitaux étaient dus au cancer, dont le traitement en 2012 était estimé à $2 000 américains, y compris les ordonnances. L'Organisation mondiale pour la santé estime par ailleurs que près de 12,4% des 804 millions d'habitants de la région africaine développeront un cancer avant d'avoir atteint l'âge de 75 ans. Il y a pour cette année 4 points. Le premier point, c'est qu'il faut parler du cancer. Il faut insister. Il faut qu'en famille, il faut que dans des écoles. La deuxième chose, les gens disent que le cancer n'a ni un signe, n'a ni un symptôme. On se rend simplement compte que maintenant, c'est le temps de mourir du cancer. Non, le cancer a des signes, le cancer a des symptômes. Le troisième point, chaque personne a bien le droit de bénéficier des bons soins, des soins de qualité contre le cancer. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé fait appel aux États du monde d'agir dès à présent pour qu'il y ait la possibilité de sauver annuellement quelques 100 000 vies humaines d'ici 2020.
De l'éducation, dans ce journal, c'est une visite d'inspection qu'ont effectué le ministre du Plan et la vice-ministre de l'EPSP à l'université de Kinshasa pour se rendre compte de l'avancement des travaux de réhabilitation qui se déroulent à la faculté de Polytechnique financée